Et vous êtes là pourquoi? Pour me reposer. Ah, ça, ici, vous allez même reposer en paix. J'ai rien à faire dans ce mouroir. Faudra en discuter avec le médecin. Trouver une solution. Vous allez me sortir qu'il me reste un mois à vivre, mais que ça va être formidable. C'est vraiment un asile de fous. Mais je dis pas ça pour moi. Pas du tout, je suis en train de mourir. On va le sortir, hein, quand même. Nous regarderons et nous nous sourirons. Et la main dans la main, par les rues nous irons. Nous accueillons Martine Benda, présidente de Jalmal Côte d'Azur, qui va nous transmettre sa passion et celle de Jalmal dans l'accompagnement de la fin de vie. Merci. Je vous remercie. Je remercie à la Maison de la Médecine et de la Culture d'avoir invité Jalmal. J'ai beaucoup appris cet après-midi. J'ai été très touchée par les différents témoignages et je trouve réconfortant et dynamisant de constater que dans notre société individualiste et stéréotypée, il existe des îlots de résistance comme vous, des personnes qui réfléchissent, qui sont formées et qui proposent d'autres alternatives à la force de l'habitude. Bravo pour votre volonté et vos actions pour permettre de faire ensemble. Dans cette démarche, je reconnais aussi celle qui a été fondatrice de Jalmal il y a 30 ans, puisqu'il s'agissait de faire changer les mentalités en faisant sortir la mort du tabou. L'idée force étant que celui qui va mourir reste un vivant jusqu'au bout. Et forcément, le thème de cet après-midi, prendre soin jusqu'au bout de la vie, a beaucoup d'écho pour moi. C'est le credo, la raison d'être du mouvement Jalmal et celui des soins palliatifs, qui sont fondés, comme vous le savez, sur une éthique de la bientraitance qui n'accélère ni ne prolonge la vie des patients. À côté de sa démarche sociétale pour contribuer à faire évoluer les mentalités sur les questions du grand âge, de la maladie grave, la mort et le deuil, aux côtés des soignants et des proches, la façon dont Jalmal prend soin de l'autre et l'accompagnement. Les accompagnants bénévoles sont des citoyens qui ont choisi de s'engager et de se former pour manifester leur solidarité aux plus fragiles. Par définition, je rejoins Madame Diajoli, le bénévole est une personne qui fait preuve de bonne volonté en offrant son temps. Mais la bonne volonté ne suffit pas pour aller vraiment rencontrer l'autre. Nous avons fait le choix à Jalmal d'une autre posture que celle qui est mise en scène dans le film, puisque nous avons opté pour être dans l'être et non dans le faire. Afin de tendre vers ce dépouillement, notre formation est centrée sur l'écoute, pierre angulaire du positionnement éthique. Lors des 6 week-ends de formation interactive que nous proposons à nos candidats, nous revisitons nos croyances, nos peurs, nous éclairons la tendance commune à interpréter, conseiller, voire juger, pour nous en défaire. Nous travaillons également nos représentations de la maladie, de la mort, avec la question « Où j'en suis, moi, dans ma vie, avec toutes ces questions ?» Ce travail, s'il nous sert bien évidemment à l'hôpital, nous sert aussi dans la relation en général. Le bénévole accompagnant dispose d'une grande liberté dans l'accompagnement. Il n'a pas d'obligation de résultat, il n'a pas de projet pour l'autre, mais il est une présence qui chemine, souvent en silence, au rythme de la personne malade, dans le respect de toutes ses dimensions. Il est un humain qui rencontre un autre humain. Accompagner, ça a la même racine que le compagnon, c'est-à-dire celui avec lequel on partage le pain. Partager le pain, rompre le pain, c'est un geste simple, ordinaire, sans ostentation. Ce pain, on peut dire que c'est la parole. C'est quelque chose de vivant qui me nourrit autant qu'il nourrit l'autre. La rencontre, elle est possible lorsqu'il y a 2 présences. La présence de l'accompagnant, ce n'est pas une enveloppe vide, mais c'est une caisse de résonance qui permet l'écho et la relation. Par sa bienveillance, son authenticité et sa disponibilité,
L'accompagnant devient le facilitateur. Madame Biagini a parlé du médiateur, mais je pense qu'on dit la même chose. Il amène l'autre à se révéler de la manière qui est la sienne. On accueille la colère, la tristesse, la révolte, le silence, et l'aide à construire sa vérité. Autant chacun est seul dans la mort, autant avant, tout est possible. Et il est primordial de ne pas laisser passer cette dernière opportunité. L'accompagnant, il fait offrande de son temps, de sa disponibilité. Il donne quelque chose de lui-même, malgré ou peut-être grâce à ses défauts et ses imperfections. Et ce qui me touche personnellement à chaque fois, ce n'est pas, quand je vais vers l'autre, ce n'est pas l'autre, un autre que j'aurais choisi parce que la relation est facile et parce qu'on se ressemble, mais c'est un autre qui est le premier venu derrière la porte d'hôpital, qui ne me ressemble peut-être plus tout à fait, et dès lors que nous sommes ensemble, les yeux dans les yeux, nous partageons déjà toute une humanité. C'est parce que j'accepte de le regarder que je lui confère de l'être et valide que nul ne peut lui enlever son humanité. C'est une expérience universelle et singulière à la fois, dans laquelle je reçois beaucoup, et une expérience qui me transforme. L'accompagnant, on en a parlé déjà avant, est aussi un témoin en recevant sa narration, le récit de sa vie. Le bénévole reconnaît l'autre dans sa singularité, dans sa vie, dans sa plénitude. Lorsque le patient me raconte son histoire, c'est d'abord à lui-même qu'il se la raconte. Et ce faisant, ça lui permet de mettre de l'ordre. Et peut-être qu'à ce moment-là, la seule fonction des mots, c'est de mettre un peu d'ordre dans le chaos. Dans ces moments de dévoilement, dans la confiance, le bénévole devient aussi la mémoire de l'autre. Il est celui qui garde une trace de la vie de l'autre et la poursuit. La fin de vie est par définition sous le signe de la souffrance globale, ça a beaucoup été dit aujourd'hui, universelle, en rapport avec deux questions cruciales. Celle du lien, le lien avec l'autre, qui est modifié et qui va être rompu. Et la deuxième question, c'est celle du sens. Qu'est-ce qui demeure en moi alors que tout change? On est au cœur de la question spirituelle du sens de la vie, de ma mort. La question aussi du sens du temps qui reste à vivre. Qui suis-je? Quelle est mon identité profonde face au changement? L'accompagnant aide le patient à traverser la question et finit par se la poser aussi. Vous l'avez compris, dans ces rencontres, lorsque la rencontre a lieu, nous sommes au cœur de l'être dans ces moments de partage. Et j'ose espérer que par cet éclairage rapide et par le témoignage que par l'hommage que Madame Biagini a aussi donné aux bénévoles, ça vous donnera peut-être envie de vous lancer dans cette grande aventure humaine. Voilà. Pour terminer, pour élargir un peu la perspective, je voudrais rendre aux soins palliatifs ce qui leur appartient. Aujourd'hui, nous sommes dans une société où l'expérience de vie est de 80 ans. Les soins palliatifs sont un modèle de prise en charge globale, mais c'est tout au long de la vie, et pas uniquement en soins palliatifs, que le malade a besoin d'une médecine à la fois humaniste et scientifique face à sa souffrance globale. Il paraît urgent d'abolir les frontières entre médecine curative et médecine palliative, d'autant qu'il existe un vide lorsque la phase curative se termine et que la phase d'incertitude s'annonce, et que le sentiment d'abandon suscite une grande souffrance chez le patient. Une des clés du changement, c'est l'interdisciplinarité, c'est-à-dire soigner et accompagner ensemble. Ce qui est au cœur des pratiques des soins palliatifs n'est pas intégré dans les habitudes du soin en France. Et pour la mettre à l'œuvre, il faut envisager au sein de filières elles-mêmes interdisciplinaires où médecins et non-médecins
seraient tour à tour enseignants et élèves. Voilà. Je vous remercie.